Donc, je vais faire cette présentation avec mes collègues Isabelle Grudet, qui est aussi chercheuse à l'École d'architecture de Paris-La Villette, et Anne Labreuil, qui est élue au CROAIF. Alors, donc on vous présente un projet de recherche. Alors, vous avez quelques éléments de mise en bouche, en quelque sorte, mais c'est une recherche qui va se réaliser en 2023. Qui s'appelle « Études sur les pratiques professionnelles et les inégalités de genre dans le champ de l'architecture ». Ah ben, c'est moi qui... Alors, est-ce que... Alors non, ça doit être avant, alors du coup... C'est qu'il n'y a pas le PowerPoint, en fait. Si. Ah. Alors, un petit mot pour vous... voilà, donc... du coup, j'y vais. Voilà. Donc, une recherche, si vous voulez, qui, pour nous, dans le milieu de la recherche, est assez historique. Ça fait très longtemps qu'on veut monter une recherche sur les questions de genre dans le champ de l'architecture. Et là, on est vraiment très heureuse de partager avec vous le lancement de cette recherche qui est portée par le ministère de la Culture, donc bien sûr au sein de l'Observatoire de l'économie de l'architecture, mais aussi avec le DEPS, donc le département des études et prospectives, et aussi la mission sur l'égalité. Donc voilà, c'est un projet transversal au sein du ministère de la Culture qui a été monté en partenariat avec le CNOA et le CROAIF, et qui a donné lieu donc, à une convention. Donc, c'est porté par le laboratoire L'Être-la-Vue, mais accompagné par un conseil scientifique inter-ENSA. Donc, les écoles d'architecture plus des personnes de l'université vont accompagner cette recherche pendant toute l'année 2023. Et bien sûr, il y a tous les partenaires de l'Observatoire. Donc voilà, c'est une recherche partenariale et on en est vraiment très, très heureuse. Alors, on va commencer par quelques constats qui reviennent sur des choses qu'on a pu commencer à voir avec Christine Lecomte sur les études, l'insertion professionnelle, les pratiques professionnelles, les revenus et le chômage. Alors, quelques éléments de jalon sur la féminisation de la profession. Donc, avec 2003, une année un peu charnière où on atteint 50% de femmes dans les études en architecture. Et puis... voilà, aujourd'hui, on est en 2021 à près de 60% de femmes dans les études en architecture. Alors, quand on regarde les données un peu plus dans le détail, on se dit, tiens, on a une forte féminisation et en fait, cette féminisation est rapide et récente. Néanmoins, quand on regarde la différence, par exemple, entre le diplôme ADE et HMONP, déjà, on a un peu moins de femmes qui vont faire l'habilitation. Donc, il y a un petit différentiel, très peu, mais 4%, mais quand même, déjà, on peut noter quelque chose. Ensuite, on a regardé les choses, notamment Anne qui a fait un travail un peu minutieux de repérage au sein du corps enseignant. On sait que dans les études en architecture, l'enseignement est principalement dispensé par des hommes. Donc voilà, avec peu de femmes, aussi bien du côté des maîtresses de conférences que des professeurs. Alors, quand on regarde, pareil, à chaque fois qu'on regarde dans le détail, il y a des différences. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements qui sont fortement féminisés, comme les enseignements d'histoire et de culture architecturale, ou encore les enseignements de sciences humaines et sociales. C'est dans l'enseignement du projet ou l'enseignement des sciences et techniques que les femmes sont les plus absentes. Alors... quelques éléments de questionnement sur la population des diplômés. Voilà, on les estime à peu près aujourd'hui à 60 000 individus. Et donc, vous avez vu les données sur la partie des architectes en titre et inscrits à l'ordre. Donc, on est dans un écart de plus en plus important entre l'ensemble de la population et les inscrits, en sachant que, vous voyez, en 2003, on arrive à la parité chez les femmes et qu'en 2021, on est encore à 32,3% à l'ordre. Donc, se pose la question de où sont les femmes
vraiment. Et ça, pour l'instant, on a peu de données, donc il va falloir regarder ça attentivement, notamment avec l'aide du DEPS. Donc ça, c'est des choses que je passe parce que vous les avez déjà vues à l'instant. Alors, autre information importante, c'est sur la part des femmes habilitées qui vont s'inscrire à l'ordre ou pas. Alors, on sait que sur la population globale des habilités, bon, ils vont à peu près tous s'inscrire à l'ordre, mais dans une temporalité relativement longue. C'est-à-dire que, on a vu à 3 ans, du côté des hommes, 40% s'inscrivent à l'ordre et du côté des femmes, c'est 26%. Mais au bout de 10 ans, on a à peu près la totalité des gens qui sont inscrits à l'ordre, sauf chez les femmes. C'est-à-dire que j'ai comptabilisé, là, depuis la mise en place de la réforme, 2000 femmes qui ne se sont pas inscrites à l'ordre, qui sont habilitées. Alors que du côté des hommes, on est à la quasi-totalité. Voilà, je te passe la parole. Bonjour. Donc pour revenir un peu plus finement sur les statistiques qui ont été montrées par Christine tout à l'heure, ce qui est intéressant de voir dans l'évolution de la féminisation, c'est vraiment une diversité en fait de pratiques. Voilà. Donc là, c'est des statistiques sur le salariat et les fonctionnaires. C'est-à-dire que cette majorité de femmes vont s'inscrire dans des pratiques différentes, et plutôt en salariat et plutôt dans le fonctionnariat. Élise, comment on avance ça? Puisque tu as... Ouais, fastoche. Sur les revenus, donc là, tu en as un peu parlé aussi, Christine, mais alors, certes, on voudrait être optimiste, les moins de 35 ans, il y a moins d'écart de salaire ou de revenus, mais néanmoins, quand même, pas génial, puisqu'on est à on a 25% d'écart de revenus pour les moins de 35 ans. On a fait le comparatif avec le dernier Archigraphie, et c'est pas chouette non plus, parce qu'on est passé d'un écart de 20% à 25%. Et pour la génération 45-54 ans, qui en fait regroupe la plus grande masse d'inscrits à l'ordre, si je me trompe, parce que les moins de 35 ans restent néanmoins assez faibles pour l'instant en termes de représentation. Voilà, donc cette génération-là, 45-54 ans, il y a un écart de 66%, 66 points de revenus pour 41 en 2020. Là encore, bon, tu en as parlé, mais le statut des jeunes auto-entrepreneurs, il y a un grand écart entre les hommes et les femmes, là, hein, surtout en 2020. Et on avait une baisse jusqu'à présent du statut auto-entrepreneur. Là, c'est remonté cette année, et avec une baisse de 2 fois supérieure pour les femmes. De même pour le chômage, où on a un taux aussi supérieur chez les femmes architectes. Alors, voilà, ça c'est un extrait, c'est un document qui nous avait été fourni par le ministère de la Culture, qui était assez intéressant et qui montrait aussi l'environnement dans lequel évoluent les femmes architectes, qui, lui, est vraiment essentiellement masculin. Donc, il pose toutes les problématiques derrière, de accès à la commande, de l'environnement immédiat. Ce que je vais vous montrer là, c'est extrait d'une présentation que je fais depuis quelques années dans certaines écoles d'architecture et dans le cadre de la formation HMO, et je suis toujours émue de voir beaucoup d'étudiantes qui, à la fin de l'intervention, viennent me voir et me disent « Mais pourquoi on a attendu la HMO pour parler de ça ?» Les problèmes de féminisation, enfin voilà, on a beaucoup de problèmes aussi dans les études d'architecture, et c'est important d'en parler. Donc, j'ai fait un petit repérage aussi pour questionner l'environnement de ces femmes architectes, quelle place on leur donne. Et c'est assez un peu triste, voilà, pour l'instant. Donc c'est un petit exercice, je vais passer assez vite. J'ai pris quelques portraits, alors là c'est exhaustif, donc l'AMC, j'ai essayé d'épargner aucun... Donc là je vous montre juste quelques extraits, mais voilà, des portraits qui ont été faits depuis 2021. Là, c'est l'ensemble des portraits, c'est très exhaustif. Là, c'est des portraits où apparaissent une femme architecte. Et là, ce sont les portraits où apparaissent seulement une femme, sans un duo d'hommes. Alors, petite bonne nouvelle, il y a plus 5% de femmes depuis l'exercice précédent. Même chose chez Da. Voilà, vous avez compris le principe. L'Arsenal. Il faut voilà.
ça, ce sont les conférences. Une femme, un architecte en bâtiment. Ici, alors, je n'ai pas réactualisé mes données depuis un an. Voilà. Les prix. L'équerre d'argent. Un peu plus chouette, il y a un peu plus de femmes. Les AJAP, vous allez me dire, tout ce qu'on vient de voir, ce sont des architectes confirmés, voilà, les nouvelles générations sont beaucoup plus féminisées. Voilà, les AJAP, on en a pas mal parlé, je sais qu'il y a des choses qui sont en cours. Donc jusqu'à l'an dernier, on avait entre 20 et 30% de femmes qui étaient primées dans les AJAP. Je rappelle que c'est des générations qui étaient déjà en mixité au sein des écoles d'architecture. Le dernier AJAP, donc là je me suis amusée à mettre en parallèle le dernier AJAP, donc seulement 2 primés, je crois, sur 27, donc ça fait à peu près 27% de femmes primées dans les AJAP quand on sait l'importance de ce prix pour lancer les carrières. Et j'ai mis en parallèle, bon, voilà, scientifiquement, il faudra l'appuyer, mais j'ai mis en parallèle la Maison de l'Architecture Île-de-France. On organise le meilleur diplôme d'architecture et qui, alors cette année, je n'ai pas encore fait les stats, mais l'année précédente, avait été remportée par 79% de jeunes femmes. Donc voilà, évidemment, ce n'est pas un problème de compétence. Et ce qui nous interroge, c'est pourquoi, alors qu'elles sont majoritaires dans les prix qui valorisent leurs études, pourquoi elles ne vont pas dans les AJAP après. Voilà. Oui, Anne, tu finis avec des chiffres qui sont assez, qui font peur, notamment parce que ça concerne la jeune génération autour des AJAP et des diplômés. Alors, donc, on vous a présenté quelques constats et Christine Lecomte vous a présenté aussi beaucoup de chiffres auparavant. Et donc là, j'arrive pour vous annoncer qu'on va lancer une nouvelle recherche, qu'on lance actuellement une nouvelle recherche qui va démarrer tout début 2023, qui vise justement à récolter, qui est quantitative et qui vise à construire encore de nouveaux chiffres, bien qu'on ait déjà beaucoup de données, comme vous l'avez vu. Alors, pourquoi cette nouvelle recherche ? À la fois parce que ça fait assez longtemps, en fait, qu'on souhaite monter une recherche quantitative et qu'on a eu des difficultés pour trouver des financements. Là, je parle au nom de l'équipe de recherche, des chercheurs. Et aussi parce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui et telle que vous l'a montré les chiffres précédents montre qu'on est dans une situation extrêmement paradoxale où des inégalités hommes-femmes demeurent dans la société en général, mais aussi donc dans la profession. Donc, bien qu'on ait des chiffres très encourageants, le nombre d'étudiantes, le nombre d'inscrits à l'ordre dans la jeune génération, on voit qu'il y a une inertie, il y a des inégalités très fortes qui persistent dans différents domaines. Donc, j'en citerai 3. La question de la visibilisation à la fois des femmes en tant que personnes architectes exerçants et aussi de leurs œuvres, puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a à la fois des portraits de personnes qui sont associés à des représentations visuelles des œuvres qu'elles ont construites. Donc là, on a un fort déficit et qui concerne aussi les jeunes arrivés dans le monde, dans le métier. On a des écarts de revenus qui sont énormes et qui inquiètent beaucoup. Et puis on a aussi cette question qui a été peu évoquée des conditions particulières d'exercice dans les agences et qui concerne en particulier la difficulté de mener une vie familiale. Bon, évidemment, ça concerne aussi les hommes, mais aussi en particulier les femmes autour de la paternité, de la maternité qui peut être déjà repoussée en âge du fait de la longueur des études d'architecture avec la mise en place d'une situation professionnelle stable. Donc s'il faut attendre 57 ans pour avoir des revenus corrects pour faire des enfants, c'est quand même assez difficile pour les femmes. Donc ça reste aussi un vrai sujet, les pratiques professionnelles.
Donc, on est finalement quand même, malgré tous les chiffres que vous avez eus là, face à un certain nombre de méconnaissances ou de trous dans la raquette, de la compréhension en fait, des situations qui sont rencontrées. Pour deux raisons. À la fois parce qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées dans ces enquêtes et qui nous intéressent fortement. Donc la question de l'évolution des carrières, de l'impact de la parentalité, enfin de manière tangible, statistique, la question du plafond de verre, etc. On a encore X questions sur lesquelles on voudrait enquêter. Et puis on a une difficulté qui est propre au monde de l'architecture, au champ de l'architecture, qui est que, enfin, peut-être de manière générale, pour tous les domaines professionnels, il peut y avoir plusieurs ressources chiffrées. Mais donc dans l'architecture, on a toutes ces connaissances, on va dire, qui nous sont offertes par les chiffres ordinaux, par le CNOA, et donc ça c'est formidable d'avoir ces connaissances-là. Mais il y a toutes les personnes qui sont diplômées en architecture et non inscrites à l'ordre, pour lesquelles il faut aller chercher dans d'autres ressources chiffrées autour de l'INSEE, autour de la branche architecture. Et c'est dans l'articulation entre ces différentes données chiffrées qu'on arrive à rentrer aussi dans une problématique qui est extrêmement importante pour la question de la place des femmes dans le champ de l'architecture, puisqu'on sait que là comme ailleurs, beaucoup se tournent vers le salariat, et tant qu'on n'arrive pas à articuler en fait ces différentes sources, même si l'ordre déjà s'y attelle, mais il y a encore tout un travail à faire pour bien repérer les différentes trajectoires qui deviennent compréhensibles quand on articule ces différentes ressources. Donc l'objectif derrière tout ça, c'est pas purement de la connaissance, c'est aussi de mettre en place des politiques publiques, et c'est pour ça que cette recherche trouve tout à fait sa place au sein de l'Observatoire, afin de réduire les inégalités, qui est in fine l'objectif de cette recherche. Donc on va engager donc tout bientôt une recherche qui vise dans une première étape à faire le diagnostic des données disponibles. Donc tout un tas de choses vous ont été présentées, mais il y a encore d'autres ressources à récupérer et puis à faire travailler ensemble pour voir justement quels sont les éléments qui restent à combler. Donc le deuxième temps de la recherche sera consacré au repérage donc après le repérage des données quantitatives manquantes, à la mise en place par un questionnaire qui sera adressé dont les destinataires, la liste des destinataires reste encore à définir pour comprendre ces différentes inégalités. Et puis évidemment la troisième phase de la recherche, et j'espère qu'on se retrouvera dans un an pour vous les présenter. Enfin, la temporalité de cette recherche est d'un an et démarre en janvier, donc devrait se terminer pour la prochaine séance de l'Observatoire. Donc, définir à la fois des pistes de recherche qualitatives qui pourraient déboucher de tout ce travail statistique, et puis aussi d'envisager la mise en place d'actions qui pourraient être mises en place par différents organismes, en fait, pour réduire ces inégalités. Donc, voilà où on en est actuellement au démarrage de cette recherche. Voilà. Peut-être que vous avez des questions.